nous sommes en période pré-campagne en Centrafrique. Bientôt, les choses vont déclencher d'une manière sérieuse. Mais nous voulons vous faire découvrir aujourd'hui un opérateur économique centrafricain, député de la nation et candidat à la prochaine présidentielle, n'est-ce pas, qui, dans son plan de société, décide de changer le quotidien du Centrafricain, décide d'apporter à la Centrafrique un meilleur devenir. Monsieur Agou, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour me présenter, je peux dire, au monde en général et aux compatriotes centrafricaines et centrafricains. Je suis effectivement M. Augustin Agou, je suis centrafricain, je suis un homme marié, j'ai 5 enfants, je suis un pasteur, un prédicateur de l'évangile et je suis chef d'entreprise, opérateur économique. Et je suis également député du premier arrondissement de la ville de Bangui. Donc en un mot, j'ai plusieurs casquettes. Je suis également planteur, j'aime beaucoup l'agriculture, je suis planteur, je suis éleveur. Alors, Monsieur Agou, maintenant qu'on vous connaît, maintenant que vous avez dit aux Centrafricains et à la communauté internationale qui vous êtes, alors, il y a une préoccupation, celle de nous parler aujourd'hui de votre regard sur le quotidien du Centrafricain. C'est une question pertinente que vous me posez. D'abord, c'est à cause de ce quotidien que je me suis levé aujourd'hui pour me présenter aux élections de décembre 2020. J'ai vu la souffrance du peuple centrafricain. J'ai vu une pauvreté humiliante. Malheureusement, je ne comprends pas. Nous avons un pays, monsieur le journaliste, un pays immensément riche, un pays béni de Dieu où nous avons toutes les richesses du sous-sol chez nous. Richesses du sous-sol comme sol. Je ne vois pas quel est le pays au monde qui dépasse la République centrafricaine aujourd'hui en termes de ressources. Donc, un pays immensément riche, mais le peuple est pauvre. Le peuple n'arrive pas à manger, à trouver $1 par jour. Je vous souviendrai que l'année passée, en novembre 2019, la Banque mondiale et autres FMI, dans leur rapport, ils ont indiqué que l'indice humain de développement sur 189 pays, la République centrafricaine occupe le 188e rang. Ça veut dire que nous sommes l'avant-dernier des pays au monde en termes de la pauvreté, en termes de l'indice humain de développement. Ça veut dire que le peuple centrafricain n'arrive pas à manger 3 fois dans la journée. Donc moi, M. Agou, je viens pour rétablir tous ces manquements-là. J'appelle ça des manquements graves. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez d'assiette fiscale pour que l'État puisse avoir suffisamment d'impôts, de rentrées de recettes, pour que l'État puisse construire des routes, construire des écoles. Voyez-vous même que nos écoles sont abandonnées entre les mains des dites maîtres parents, qui ne sont pas des professionnels. Donc tout ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de baisse de niveau de nos enfants ici. Un enfant qui arrive en CM2, il n'est même pas en mesure de construire une phrase sujet verbe complément. Et donc, M. Agou est venu pour rétablir tout cela. Comment pouvez-vous accepter que dans une seule salle de classe, en terminale, on se retrouve avec 200 élèves dans la salle de classe? Un professeur va faire quoi? Et nous avons encore pire à l'université, sur 100 enseignants qui sont là-bas, 80% sont des professeurs vacataires. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas payés mensuellement. Dans les lycées, 78% sont des professeurs vacataires. Ça, c'est un problème grave qu'il faut rétablir. Donc, je suis venu, premièrement, c'est de m'occuper de l'agriculture et l'élevage. C'est de créer des établissements, des lycées professionnels et techniques qui vont former nos jeunes enfants, qui vont les apprendre l'importance de l'agriculture. L'unique lycée technique que nous avons, il manque de professeurs qualifiés. Les anciens, soit admis à la retraite ou décédés, il manque de matériel moderne. Donc, tout c'est un travail que M. Agou va mettre en place pour aider ce pays-là, où je disais tout à l'heure, plusieurs générations de jeunes centrafricains sont sacrifiés par manque de vision claire et précise de nos dirigeants. Nous pouvons aborder l'aspect justice, parce que nous avons de sérieux problèmes de l'insécurité judiciaire qui empêche, qui ne donne pas l'envie aux hommes d'affaires, aux opérateurs économiques de venir investir dans notre pays de la République centrafricaine. Vous savez, j'ai 36 ans d'expérience en tant que chef d'entreprise. J'ai 36 ans aujourd'hui. Et Timberland que je gère beaucoup d'hommes. Et je connais parce que un employé qui se comporte mal aujourd'hui, vous le mettez dehors,
automatiquement. Parfois, vous ne recevez même pas la convocation du tribunal et une grande surprise, vous recevez un document dit final où vous êtes condamné à payer des dizaines de millions à cet employé. Ça dit c'est un business et je vous ai dit que ça ne favorise pas aux opérateurs économiques de venir investir dans notre pays. On ne peut pas développer un pays qu'avec les fonctionnaires. On développe le pays avec la création d'entreprises. Les entreprises qui viendront payer les impôts, qui viendront embaucher les jeunes, c'est comme ça. Donc, on met un accent particulier sur la justice de notre pays, la République centrafricaine. Nous allons créer une zone industrielle de notre pays, la République centrafricaine, et moderniser notre économie, c'est-à-dire augmenter l'assiette d'impôts en créant beaucoup d'entreprises pour favoriser, comme je l'ai dit. Mais vous savez, nous avons beaucoup d'obstacles aujourd'hui. Voyons l'infrastructure de notre pays, où tout a été détruit. Regardez les états de route que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Parce qu'un pays comme la République centrafricaine, un pays enclavé, nous ne dépendons uniquement que du port de Douala. Et pire encore, nous n'avons pas une seule entreprise de transport centrafricain. Nous n'en avons pas, M. Joris. Nous dépendons que des transporteurs camerounais. Je suis chef d'entreprise, on exporte le bois, mais il n'y a que les compatriotes camerounais qui ont des milliers de camions qui viennent transporter nos bois ici pour amener au port de Douala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument, rapidement, créer une entreprise de transport national centrafricain dans tous les domaines. Je parle de transport terrestre, il faut mettre des camions, de cars, parce que vous voyez vous-même, quand vous arrivez à Douala, quand vous allez à Yaoundé, de Douala à Yaoundé, vous voyez les conditions dans lesquelles vous voyagez. Chez nous ici, ça n'existe pas. Nous allons revenir au cas de départ de mettre en place les directions régionales de travaux publics en leur mettant des moyens pour que rapidement nos routes soient réparées, pour qu'on circule librement sur toute l'étendue du territoire. Quand vous quittez Bangui pour arriver à la frontière, vous allez voyager décemment dans des cars climatisés. Donc voilà, c'est des choses que rapidement M. Agou va mettre en place pour que notre économie redémarre, pour que le budget qui se chiffre à 285 milliards de francs CFA, et je venais de visiter un pays africain où le budget d'un seul ministère de l'Éducation est de 237 milliards. Vous voyez, faites la comparaison avec le budget national. Je suis sûr que d'ici quelques années, le budget de la République centrafricaine va se chiffrer en termes de 1000 milliards. Bien, je voulais quand même dire un mot par rapport au sport. Parce qu'on dit généralement que le sport unit le peuple. Alors donc, vous savez, aujourd'hui chez nous, les Centrafricains aiment beaucoup le sport. Surtout le football et le basketball, là où on a été champion d'Afrique dans les années 1914, si je ne me trompe pas. Mais je pense que, M. Joris, on a beaucoup à faire. Alors donc moi, M. Agou, qu'est-ce que je dois faire? C'est de créer un fonds pour le développement du sport en République centrafricaine. C'est de faire que nos sportifs centrafricains deviennent des professionnels, au lieu qu'ils soient aujourd'hui que des amateurs. Regardez la manière dont les sportifs centrafricains sont traités. Ils n'ont qu'un seul sponsor, qui est le gouvernement centrafricain. Ou quand il y a des matchs au niveau international, on fait le budget, on donne le budget et on sort l'argent qu'à quelques heures de démarrage de match, où on met les joueurs dans l'avion, ils arrivent dans le pays et à 2 heures du temps, ils doivent aller au stade pour jouer. Non, on doit arrêter ça. On doit multiplier des sponsoring pour aider le sport. Et moi, en tant que président de la République, je mettrai un fonds pour le développement du sport. C'est des gens qui vont être des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils vont être payés mensuellement comme tous les autres fonctionnaires, mais eux, ils auront que la tâche de s'entraîner matin et soir. C'est-à-dire mettre des conditions à leur disposition, faire du sport un métier. C'est des gens qui ne vivent que du sport, qui vont être payés à cause du sport. C'est des professionnels du sport qui vont quitter chez eux le matin, dignement, dans des véhicules climatisés. Ils vont venir s'entraîner, ils vont repartir chez eux le soir, ils vont venir s'entraîner et à la fin du mois, ils sont payés. Je voulais dire quand même un mot par rapport à la santé du peuple centrafricain. Vous voyez, nous avons un énorme déficit en termes de ressources humaines, des professionnels de santé. Alors, j'ai essayé de vérifier, je peux me tromper,
Dans d'autres pays de la République centrafricaine aujourd'hui, il me semble qu'on n'a que 2 dermatologues pour toute la République centrafricaine. Vous voyez, un pays, 16 préfectures, 72 sous-préfectures, on n'a que 2 médecins dermatologues pour toute la République centrafricaine. Nous avons peut-être 4 ou 5 ophtalmologistes. On n'a qu'une dizaine de gynécologues pour toute la République centrafricaine. Et tous les spécialistes se trouvent ici à Bangui, au niveau de la capitale. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver un seul spécialiste dans les 7 préfectures. Donc nos préfectures sont totalement abandonnées entre les mains de ceux qui peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. Et donc, rapidement, c'est d'augmenter, c'est de sélectionner nos jeunes médecins, de les envoyer en formation rapidement dans des pays amis pour devenir des spécialistes dans tous les domaines, pour que dans les 16 préfectures, vous allez trouver des spécialistes, vous allez trouver des spécialistes également dans les sous-préfectures. Vous voyez, nos centres de santé, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de médicaments. Les gens souffrent. Une maman, pour venir consulter un gynécologue, est obligée de venir à 2 h du matin pour prendre de la place. Et ça doit s'arrêter. Ce n'est pas normal. Que vous rappelle, qu'est-ce que vous avez de l'image de Patrice Talon et par exemple Donald Trump? Est-ce que ceux-là peuvent être des modèles pour vous aujourd'hui dans le domaine politique? Ce sont mes montants, effectivement, je me comporterai, et soyez rassurés, je me comporterai exactement comme le président Talon, et que je chercherai d'abord à le rencontrer un jour pour faire connaissance également, et également je me comporterai comme le président Trump, le président américain. Voilà un homme qui a pris sur lui la responsabilité d'aller installer le capital d'Israël à Jérusalem. Aucun chef d'État n'a pu le faire. Il a osé le faire. Et voilà pourquoi les Américains le qualifient de Cyrus dans la Bible, le roi Cyrus américain. Donc voilà ce que je vais vous donner comme réponse à cette question que vous me posez, que je dis que c'est vraiment, vous avez vraiment bien inspiré à me poser cette question-là. Ce sont mes mentors, le président Talon et le président américain Trump. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur votre projet de société. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage et surtout bonne chance à la prochaine échéance présidentielle. En tout cas, merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne, de m'avoir donné l'occasion de me présenter au monde entier. Puisque vous, la presse, vous représentez le 4e pouvoir. Vous êtes tellement important pour moi, parce que je compterai sur vous pour sortir ce peuple-là dans la pauvreté et dans la misère. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Et bon courage.